Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite. Uluru. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est une formation rocheuse naturelle massive en grès située dans le territoire du nord de l'Australie. Et il est très difficile d'exprimer l'ampleur de cette structure sans la voir de ses propres yeux. Elle mesure environ 348 mètres de haut et environ 10 km de large. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que le grès qui la compose date de 600 millions d'années. Et Uluru est l'un des lieux les plus sacrés pour les tribus natifs d'Anangu depuis des milliers d'années. La première personne à l'avoir vu en dehors des aborigènes est William Gosse en 1873. Mais les Anangu visitent Uluru depuis plus de 30 000 ans. Ils ont recouvert la base du rocher de magnifiques pétroglyphes et de peintures, et le rocher est l'épicentre d'histoires, de chants et de cérémonies qui célèbrent la création de la vie en Australie. Pour les peuples autochtones, Uluru était le centre de leur univers, et par conséquent, dire qu'Uluru est un site sacré serait un euphémisme. Les Anangu pensaient que le créateur ancestral de l'univers était directement responsable de la présence d'Uluru sur la planète. Chaque grotte et chaque fissure de la roche est liée à une histoire, et toutes les légendes racontées par les Anangu sont dessinées quelque part sur la surface de la pierre. Mais vous me demanderez peut-être en quoi ce lieu est-il interdit. Il est interdit dans le sens où les scientifiques ne connaîtront peut-être jamais la vérité sur ce monument naturel. Les fouilles, en tout genre, y compris les fouilles archéologiques, sont interdites ici depuis très longtemps, et l'escalade a également été récemment interdite. Plus aucun randonneur ne se rendra donc au sommet du rocher sans risquer une peine de prison, et plus personne ne mettra une pelle ou un pic dans le sol à la recherche d'artefacts perdus. La zone interdite. Si vous avez déjà visité le Grand Canyon sur Google Maps, vous avez peut-être remarqué que de nombreux points d'intérêt portent des noms très bizarres. Et la plupart des points culminants de la zone du Haunted Canyon portent des noms tels que la Tour de Seth, le Temple d'Horus et les pyramides de Khéops et de Ra, qui sont tous des noms égyptiens. Et si vous tentez de comprendre pourquoi tant de points de repère dans le Grand Canyon portent des noms égyptiens, vous ne trouverez probablement pas grand-chose. Et c'est parce qu'il y a tout simplement très peu d'informations sur les personnes qui ont nommé ces points d'après des figures célèbres de la mythologie égyptienne. L'histoire nous apprend que le tout premier voyage financé par le gouvernement américain dans le Grand Canyon a eu lieu en 1869. Le général John Wesley Powell dirigeait l'expédition et il se trouve qu'il était le tout premier directeur du bureau d'ethnologie du Smithsonian. Il était également l'un des membres fondateurs de la National Geographic Society et la légende veut que les notes de John sur son voyage aient été perdues, mais beaucoup pensent que c'est lui qui a nommé les pics du Grand Canyon. Le Grand Canyon abrite une zone interdite, il est donc interdit de circuler dans cette zone où tout porte le nom d'un personnage égyptien. Officiellement, les zones géographiques et les routes sont interdites au public, et la zone interdite s'étend sur environ 100 km. Et il est très intéressant de savoir qu'il est également interdit aux avions de survoler la zone interdite. Cette législation a été adoptée en 1987, restreignant l'espace aérien au-dessus du canyon. Et pour beaucoup, la question est de savoir pourquoi interdire cette zone spécifiquement. Au début des années 1900, des rumeurs circulaient selon lesquelles une expédition avait découvert des reliques égyptiennes cachées dans une grotte quelque part dans le canyon. Un explorateur supposé, du nom de J.E. Kincaid, pensait qu'une société égyptienne vivait dans l'ombre du Grand Canyon il y a plusieurs siècles à l'abri dans des grottes. Mais cette prétendue découverte a été rapidement rejetée et toutes ces années plus tard, il est illégal d'essayer de pénétrer dans la région. Les reliques interdites de Chine. Le gouvernement chinois a officiellement interdit l'exposition de centaines de reliques culturelles en dehors du pays. Il s'agit des artefacts interdits de la Chine. En 2002, la République populaire de Chine a dressé une liste complète des antiquités qui ne peuvent sous aucun prétexte être emportées à l'étranger. Et de nombreux artefacts n'ont été découverts que très récemment. La plupart ont été découverts dans le milieu du XXe siècle. Et en 2012, l'État avait annoncé une révision avec 37 reliques culturelles supplémentaires interdites de quitter les frontières chinoises. La plupart étant des peintures anciennes et des œuvres de calligraphie. Et l'année suivante, 94 autres objets ont été rajoutés à la liste des objets interdits. Et ces objets ont été découverts sur de nombreux sites archéologiques sans ordre particulier.
Non seulement la Chine a des trésors très spécifiques qu'elle refuse de laisser partir, mais il y a aussi tout un tas d'artefacts classés qui ne peuvent pas partir non plus. Tout ce qui est considéré comme d'anciens restes humains ne doit jamais quitter la Chine. Tout ce qui provient d'un lieu d'observation religieuse, ainsi que les artefacts qui pourraient être facilement endommagés, sont également interdits de sortie. Il en va de même pour les reliques culturelles, c'est-à-dire tout ce qui a été sorti du sol. En outre, rien ne peut être exposé en dehors de la Chine qui n'a pas d'abord été exposé dans le pays lui-même. Autant tout interdire. Mais sur la liste initiale de 2002 figuraient des pièces très intéressantes de l'histoire chinoise, notamment un ancien chaudron datant de la 23e année du règne du roi Kang de la dynastie Zhou, et qui a régné entre 1046 et 771 avant notre ère. Il figurait également sur la liste les 4 couronnes de phénix provenant de la tombe de l'empereur Wanli de la dynastie Ming entre 1368 et 1644. Mais l'un des objets les plus controversés est cependant la stèle de Qian. Il s'agit d'un ancien monument de la dynastie Tang sur laquelle est inscrite une histoire détaillée des 150 premières années du christianisme en Chine. Le monument mesure près de 3 mètres de haut et porte des inscriptions en chinois et en syriaque. Il raconte comment l'empereur Tiaizong a accepté le christianisme sur cette terre pour former l'église de l'Est. Des missionnaires de l'Empire romain d'Orient ou l'Empire byzantin sont arrivés en Chine en 635 de notre ère. Ils ont alors commencé à répandre le christianisme en Chine. Et cela aurait très bien fonctionné. Le christianisme a commencé à se répandre en Chine et sans les persécutions religieuses du IXe siècle, la Chine aurait très bien pu devenir un pays chrétien. Mais l'empereur Wuzhang interdit toute religion venant de l'extérieur. Et le christianisme a donc été stoppé net dans sa progression. Le zoroastrisme, qui s'était infiltré en Chine depuis la Perse, a lui aussi été stoppé net. La chambre interdite de Pompéi. L'éruption du Vésuve, en l'an 79 de notre ère, a enseveli la ville romaine de Pompéi sous des cendres brûlantes. Et l'un des rares témoins survivants avait déclaré avoir vu la poussière se déverser sur la terre comme un déluge noir. D'innombrables personnes sont mortes et Pompéi a ensuite été abandonnée. Mais elle a été redécouverte en 1748 et depuis, elle est l'un des sites archéologiques les plus populaires au monde. Et comme Pompéi est étudiée régulièrement, il y a toujours de nouvelles découvertes. En 2021, les archéologues ont découvert une pièce interdite. C'était dans le cadre des fouilles d'une villa préservée à la périphérie de Pompéi. Techniquement, elle faisait partie de la ville, mais elle se trouvait en marge de celle-ci. Les chercheurs y ont trouvé un trio de lits en bois, un pot de chambre et quelques jarres. Mais la grande découverte a été de savoir qui vivait dans cette pièce. Selon le ministère de la Culture italien, il s'agissait d'esclaves. Et c'est un exemple de l'autre facette des Romains. Les Romains ont certes construit des routes et apporté la paix dans de nombreux endroits, mais ils ont aussi semé la dévastation et possédé les gens comme du bétail. Le propriétaire de l'ancienne villa, située à la périphérie de la ville, possédait également des esclaves. Sur l'un de leurs lits, on a découvert un coffre en bois contenant des morceaux de métal et de fibres. Et il est très intéressant de noter qu'il pourrait s'agir d'une partie d'un harnais de cheval. Cela suggérait que les esclaves étaient chargés de s'occuper des écuries. 2 des lits de la pièce étaient de la taille d'un adulte, et l'autre était manifestement destiné à un enfant. Et pour cette raison, les scientifiques estiment qu'il devait s'agir d'une famille et que la pièce servait également d'espace de stockage. En d'autres termes, les esclaves dormaient sur de petits lits dans un placard de rangement puisque l'espace n'est que de 16 mètres carrés. La découverte de cette pièce interdite met en lumière la manière dont l'Empire romain traitait ses esclaves. Les historiens ont toujours connu l'existence de cette pratique, mais les faits restent tout de même très vagues en ce qui concerne la vie quotidienne. Ce qu'ils faisaient, où ils vivaient et comment ils étaient traités sont toutes des questions qui n'ont pas encore de réponse définitive. La forteresse des sables. Arghebam est une citadelle brisée située au centre du désert du Moyen-Orient. Il s'agissait à l'origine d'une petite colonie à l'époque de l'Empire achéménide au VIe siècle avant notre ère. Elle abritait des casernes militaires, de palais royaux et une communauté composée de personnes de tous horizons. Et ce n'était pas seulement une forteresse, mais aussi un comptoir commercial et un centre politique. À l'époque médiévale, le château dans les sables est devenu l'épicentre de la suprématie économique de la Perse. Arghebam atteint son apogée au 7e siècle après Jésus-Christ, 1000 ans après avoir prospéré dans le désert.
La ville n'a cessé d'être agrandie par de nouvelles constructions, de nouveaux quartiers et de nouvelles parties de la grande citadelle située au centre. Et alors qu'un empire s'effondre et qu'un autre s'élève, la cité des sables conservait son importance. Cependant, l'empire sassanide a pris le contrôle de la ville en 224 de notre ère et au cours des 400 années suivantes, il a fait d'Arghebam l'une des villes les plus riches du Moyen-Orient. Et même lorsque la légendaire ville de Persépolis, construite par le roi Darius Ier, tomba en ruine, Arghebam resta debout. Son succès est dû en grande partie à son système hydraulique. La région étant très sèche, des ingénieurs ont imaginé, il y a 3000 ans, un moyen d'irriguer l'ensemble du site. Ils ont puisé dans les eaux souterraines et les ont fait remonter à la surface à l'aide de puits, de canaux et de systèmes hydrauliques. Le système d'irrigation a permis d'irriguer les cultures et de transformer ce qui aurait dû être une terre abandonnée en une véritable oasis en plein désert. Situé à mi-chemin entre la Chine et l'Empire romain, le château dans les sables était parfaitement placé pour tirer profit de la route de la soie. Au début du Moyen Âge, le commerce traversait Arghebam comme un fleuve. La ville regorgeait de gens puissants, de politiques complexes et de richesses inouïes. La soie et le coton comptaient parmi les produits commerciaux les plus importants. Mais qu'est-il arrivé à la ville? Contrairement à la majorité des villes puissantes de l'Antiquité, Arghebam a survécu jusqu'à l'ère moderne. Ce n'est que vers les années 1900 que les gens ont commencé à partir. Ensuite, en 2003, un tremblement de terre a détruit la ville. Cette catastrophe naturelle a transformé Arghebam en ruine en l'espace de quelques secondes. La ville aurait pu rester debout pendant encore 2700 ans sans l'intervention de Mère Nature. Elle est ensuite devenue une ruine interdite et n'a été que partiellement restaurée en tant qu'attraction touristique. Les drones et la plaine des Jars. L'un des sites archéologiques les plus surprenants au monde est également totalement interdit d'accès. Il s'agit de la plaine des Jars au Laos. Il s'agit d'un immense paysage de jarres de pierre géantes plantées dans des prairies et s'avançant sur les flancs des collines herbeuses. Au total, plus de 2000 jarres de pierre sont disséminées dans la région. Les scientifiques pensent qu'elles sont là depuis plus de 2 millénaires. Et les archéologues s'accordent à dire que ces jarres étaient utilisées comme d'énormes urnes funéraires. Elles ont été façonnées par une civilisation inconnue et servaient à contenir les corps des défunts. Soit les personnes étaient brûlées et leurs cendres étaient placées dans les jarres, soit elles étaient enfouies à l'intérieur et laissées à l'abandon. C'est du moins l'une des théories. Découvrir la vérité est beaucoup plus difficile que cela ne devrait l'être. La plaine des Jarres est une zone interdite. Elle a été bombardée si brutalement par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam qu'il est encore trop dangereux de s'y promener. Environ 2 millions de bombes ont été larguées sur le Laos entre 1964 et 1973. Ce que beaucoup de gens ignorent est que le Laos a été encore plus visé que le Vietnam pendant la guerre, et environ 30% des bombes qui ont été larguées sur le pays n'ont jamais explosé. Et au cours des 50 dernières années, elles ont été aspirées par le sol ou recouvertes par la végétation très dense. Il suffit donc d'un faux pas pour être réduit en miettes. Les scientifiques font donc recours à des drones pour étudier la plaine des Jarres. Et comme il est trop dangereux de se rendre sur place, les archéologues envoient des drones pour faire leur travail. Mais malgré tous les drones qui survolent la zone, les scientifiques ne savent toujours pas ce qui a créé les jarres ni à quoi ils servaient. La zone rouge. La zone rouge est un morceau vivant de l'histoire de la guerre en France. En 1916, les forces françaises et allemandes se sont affrontées pendant 300 longs jours. Ce fut le conflit le plus long de la guerre et il coûta la vie à plus de 300 000 personnes. La bataille de Verdun reste considérée comme le combat le plus sanglant de la Première Guerre mondiale et après 300 longs jours et longues nuits de bataille, la ville de Verdun a été réduite à l'état de ruine. La région environnante dans le nord-est de la France a également été détruite, laissant 17 000 hectares à l'état de désert post-apocalyptique. Et dans les jours qui suivirent la guerre, il fut convenu de laisser la zone en l'état. Elle est alors désignée sous le nom de zone rouge. Et plus d'un siècle plus tard, il n'y a pas un seul être humain qui y vit. Elle est également interdite, l'accès y étant rarement autorisé et seulement dans des cas très particuliers. L'historienne britannique Christina Holstein explique qu'avant la Première Guerre mondiale, Verdun était essentiellement constitué de terres agricoles. Mais elle accueillait également une garnison de 66 000 hommes en temps de paix.
La guerre a commencé en 1914 et en l'espace de 2 ans, les forces françaises et allemandes ont accumulé des munitions dans la région. Des millions d'obus échangés ont permis à Verdun d'accueillir la première véritable bataille d'artillerie de l'ère moderne. Et pendant près de 300 jours, les bombardements n'ont pas cessé. Des millions et des millions d'obus d'artillerie ont fait exploser le terrain. Et aujourd'hui, la zone est remplie de cratères et ressemble plus à la Lune qu'à la planète Terre. La côte interdite. En Namibie, des mineurs sont tombés sur les ruines d'un navire portugais rempli de pièces d'or. Le navire contenait un trésor d'une valeur estimée environ 9 millions de dollars. Et après la première découverte des mineurs, des archéologues sont venus s'occuper du reste et ont rapidement identifié le navire comme étant le Bom Jesus, qui se traduit par Bon Jésus. Le navire a quitté la ville de Lisbonne en 1533 pour se rendre en Inde. Mais il a disparu alors qu'il traversait une ville diamantifère en Namibie. Sa route l'a mené le long de ce que l'on appelle la côte interdite, qui a mérité son nom pour de très bonnes raisons. Des dizaines, voire des centaines de navires y ont trouvé leur fin. Et lorsque l'épave du navire a finalement été retrouvée, 500 ans plus tard, il se trouvait au fond d'une lagune asséchée, et elle avait été aspirée par le rivage et ensevelie sous des tonnes de sable. Et si les mineurs n'avaient pas été là pour creuser, le navire n'aurait jamais été révélé. Le professeur Timothy Insel, expert en archéologie africaine, a qualifié ces découvertes de très importantes. Les archéologues ont découvert des objets et des vêtements dans le navire, ainsi que des morceaux d'os et des outils de navigation aléatoires. Et même si c'est le trésor qui a fait la une des journaux, les chercheurs sont bien plus intéressés par les autres objets. Il est extrêmement rare de trouver des effets personnels de l'équipage d'un navire datant d'il y a 500 ans. Ils pensent que les ossements pourraient donner une idée de ce que mangeaient ces marins à l'apogée de l'exploration portugaise. Les experts pensent qu'une tempête est probablement à l'origine de la destruction du navire. Le long de la côte interdite, les vents peuvent atteindre des vitesses de 130 km/h. Et en hiver, les vagues sont incroyablement hautes et il est pratiquement impossible d'atteindre le rivage. Et quand bien même des marins auraient pu échapper au naufrage, il leur était quasi impossible de s'échouer vivants. Le Bom Jesus est actuellement l'épave la plus ancienne et la plus précieuse jamais découverte sur la côte interdite. Mais ce n'est pas la seule. Des centaines de bateaux le long du littoral sablonneux de l'une des côtes les plus dangereuses du monde. Et malheureusement, la plupart d'entre elles ne seront jamais découvertes. La coupe interdite. En 1960, un fermier bolivien travaillait sur un domaine privé lorsqu'il découvre par hasard un bol. Il s'agissait manifestement d'une relique historique, ancienne, fragile et couverte d'inscriptions. Il a été retrouvé dans une zone relativement intacte où les archéologues n'ont jamais pu faire de fouilles. Et il n'aurait peut-être pas attiré beaucoup d'attention s'il n'y avait pas eu un fait quasi impossible. Le bol est orné d'une écriture cunéiforme sumérienne, ou du moins c'est ce que dit la théorie. L'écriture cunéiforme est la plus ancienne langue écrite connue au monde. Elle a été inventée par les Sumériens de Mésopotamie il y a environ 5500 ans. Et bien que les scientifiques n'aient jamais été en mesure d'authentifier l'écriture comme étant sumérienne, c'est ce qu'elle semble être pour beaucoup, y compris des archéologues et des historiens. L'intérieur du bol porte des inscriptions qui semblent identiques aux caractères mésopotamiens. Une autre partie du bol porte des inscriptions rédigées dans l'ancienne langue kelka des habitants des Andes. Cette langue a probablement été inventée vers l'an 1000 de notre ère par la civilisation Pucaru qui a précédé le célèbre empire de Tiwanaku. L'archéologue bolivien Max Portugal Zamora a pris l'existence de la coupe interdite en 1960, mais il n'a jamais pu effectuer des recherches approfondies à son sujet. Le bol a été remis au musée local de La Paz et en échange, le fermier qui l'a trouvé a reçu une concession de terre. Et jusqu'au début des années 2000, personne ne s'est intéressé à ce bol, connu sous le nom de la Fuente Magna. C'est alors que les légendes sur l'artefact ont recommencé à circuler et que les archéologues modernes s'y sont intéressés. L'épigraphiste américain Clyde Ahmed Winters a même publié une traduction qu'il a faite de ce qu'il aurait traduit du bol. Selon lui, il est écrit « Dans le futur, approchez l'immense Nia, une personne bénie qui bénéficie d'une grande protection. Le divin inculquera la pureté, la joie et le caractère. Cet oracle bénéfique s'adresse aux personnes qui souhaitent créer un caractère fort, du bonheur et de la pureté pour tous ceux qui le recherchent.
Mais la majorité des experts sont convaincus qu'il ne s'agit pas de cunéiformes, même si les symboles y ressemblent beaucoup selon leur propre dire. Nia est la déesse sumérienne de la fertilité qui a donné naissance au ciel et à la terre. Mais il est complètement impossible qu'une tribu andine isolée d'Amérique du Sud ait pu le savoir. Le bol reste à ce jour un très grand mystère qui suscite de nombreux débats entre les experts. Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient prouver que les Sumériens ont fait traverser l'océan à leur bateau jusqu'en Amérique du Sud, et ce, il y a 5000 ans. Certains pensent même que les Sumériens pourraient être les ancêtres des Incas, alors que le consensus scientifique est que si les symboles sont certes mystérieux et étranges, ils ne sont rien d'autre que des coïncidences. Les fouilles secrètes. Jérusalem fait parfois l'objet de fouilles, mais cela n'arrive pas très souvent, et ça n'arrive certainement pas dans les lieux très saints. Mais il y a toujours une activité archéologique en cours. Mais en 1909, un groupe de scientifiques rebelles ont effectué des fouilles interdites à Jérusalem à la recherche de l'Arche d'Alliance. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman régnait encore sur Jérusalem. La ville sainte était sous le contrôle des Ottomans depuis leur capitale d'Istanbul. Un chercheur scandinave du nom de Walter Juvelius pensait que l'Arche d'Alliance se trouvait quelque part dans un tunnel perdu sous la ville de Jérusalem. Il convainc donc le capitaine Montagu Brownlow Parker de financer une expédition et ils partent à la chasse. L'Arche d'Alliance, selon la Bible, est un coffre en bois orné de 2 statues de chérubins. Et sous le couvercle en or massif se trouvent les tablettes sur lesquelles sont inscrits les 10 commandements et d'autres reliques religieuses légendaires. Mais après l'attaque de Jérusalem par l'armée babylonienne, en 586 avant notre ère, l'arche a été perdue. Certains affirment qu'elle a été cachée sous le mont du temple, tandis que d'autres pensent qu'elle a été ramenée à Babylone. Juvelius croyait à la première de ces 2 théories, et plus précisément, il pensait qu'elle était enterrée sous la mosquée Al-Aqsa. Al-Aqsa est le 3e lieu saint de l'islam. C'est pourquoi les fouilles y sont strictement interdites. Même en 1909, il était illégal de faire des fouilles. Mais les membres de l'expédition pensaient qu'en creusant du bas de la colline jusqu'à la mosquée, ils trouveraient des passages secrets datant d'il y a 3000 ans. Ils pensaient que l'arche se trouvait quelque part dans ces tunnels. Mais malheureusement, les scientifiques n'ont jamais trouvé l'Arche d'Alliance. Mais ils ont soudoyé ceux qui se trouvaient sur leur chemin pour leur permettre de mener à bien les fouilles les plus interdites de l'histoire de l'archéologie. Et les fouilles de Parker et Juvelius ont causé un tel scandale lorsque les habitants ont découvert ce qu'ils faisaient, qu'ils ont déclenché des émeutes. Et les journaux de l'époque ont titré que les archéologues venaient peut-être de provoquer une guerre sainte à l'échelle mondiale. Les agroglyphes de la jungle. En 1999, le géographe et paléontologue Alceu Ranzi a regardé par le hublot d'un avion et a observé quelque chose qu'il ne pouvait tout simplement pas croire. Depuis le hublot de son avion, il a vu un cercle géométriquement précis sculpté dans la terre au beau milieu de la jungle brésilienne. La forme aurait été invisible au sol et n'a été révélée que récemment par des agriculteurs qui ont défriché une partie de la forêt. Alceu a été le premier à le remarquer en regardant depuis l'avion. Et Ranzi a recruté une équipe d'archéologues du monde entier et s'est mis à la recherche d'autres cercles étranges perdus dans l'Amazonie brésilienne comme celui qu'il avait vu depuis l'avion. Ils ont utilisé des images de Google Earth et ils ont passé la forêt au peigne fin et à ce jour, ils ont découvert environ 300 formes massives sculptées sur le sol il y a environ plus de 1000 ans. Des cercles, des rectangles, des motifs géométriques bizarres, et tout cela éparpillé sous la jungle envahie par la végétation. Un débat fait actuellement rage pour savoir s'il s'agit de merveilles archéologiques réalisées par une civilisation disparue, ou selon certains, s'il s'agit de formes beaucoup plus anciennes, voire liées à d'autres formations que l'on retrouve un peu partout dans les Amériques. Chaque géoglyphe est géométriquement parfait et mesure entre 2 et 3 terrains de football. Ils ont été sculptés dans la terre avec une précision qui pourrait faire croire à une machine. Les contours des géoglyphes sont des fossés géants mesurant jusqu'à 10 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Mais ce qui est vraiment choquant, c'est que les archéologues n'ont trouvé aucune trace d'habitation humaine dans les parages. Il n'y a aucun vestige de village ou de ville à proximité des centaines de géoglyphes. Soit ces géoglyphes n'ont pas été réalisés par des êtres humains, soit, comme le suggèrent certains scientifiques, ils faisaient partie d'un paysage rituel et ces établissements sont toujours cachés quelque part dans la jungle.
Quoi qu'il en soit, c'est une preuve de plus qui confirme que les habitants de la jungle étaient bien plus avancés qu'on ne le pensait. La chapelle Sixtine de l'Amazonie. Il y a 12 500 ans, les premiers hommes vivant dans la forêt amazonienne ont eu un sursaut de créativité alors que l'ère glaciaire n'était pas encore terminée. Alors que d'immenses pans de l'Amérique du Nord étaient encore recouverts de glace, les habitants de l'Amazonie dessinaient des gribouillis sur les parois d'une falaise. Les archéologues ont récemment découvert ce qu'ils appellent la chapelle Sixtine des Anciens. Il s'agit d'une falaise massive qui s'étend sur près de 13 km dans la jungle colombienne et qui pourrait très bien être la plus grande fresque du monde tout simplement. Il s'agit certainement de l'une des plus grandes collections d'art rupestre préhistorique au monde entier. Et l'ensemble est couvert de milliers de peintures allant d'animaux à d'étranges êtres anthropomorphes, en passant par des humains et des êtres disparus. Et ce sont les animaux disparus qui suscitent le plus d'intérêt chez les chercheurs. Les scientifiques ont déjà identifié des peintures de créatures disparues telles que des paresseux géants ou mégathériums, des chevaux de l'ère glaciaire, des mastodontes, une espèce de lama disparue. Et en raison de la date à laquelle ces peintures ont été réalisées, les chercheurs pensent que les artistes étaient les tout premiers humains à atteindre l'Amazonie. Ils font partie des premières générations d'êtres humains à avoir vécu dans cette partie du monde. Et ce qui est encore plus déconcertant, c'est la raison pour laquelle les anciens se sont donné la peine de réaliser une œuvre d'art de 13 km de long. Elle est si grande et avec tant de subtilité que les chercheurs affirment qu'il faudra des générations pour comprendre entièrement le site. Et la découverte du site est si récente qu'il n'a pas encore reçu de nom officiel. Chapelle Sixtine de l'Amazonie ne paraît pas trop mal, mais si vous avez des propositions, n'hésitez pas. L'incident OVNI de Varginha. En 1996, les habitants de la petite ville brésilienne de Varginha ont été témoins de l'un des événements les plus troublants liés aux ovnis à ce jour. De nombreuses personnes ont déclaré avoir vu des créatures étranges et des soucoupes volantes dans le ciel. Et certains ont même affirmé avoir vu des êtres extraterrestres au cours de l'incident. Des animaux auraient été tués au zoo et il y a même une femme qui a prétendu avoir été fécondée par des extraterrestres. Ouais, c'est ça. C'était le chaos et l'anarchie dans toute la ville et l'événement n'a jamais été vraiment expliqué. Tout a commencé le 20 janvier. 3 jeunes femmes décrivent avoir vu une créature qui marchait sur 2 jambes et avait une tête géante et des bosses bizarres sur tout le corps. Ses yeux ressemblaient à 2 orbes rouges dans sa tête. Et elles en trouvaient qu'elle marchait de manière très bancale et comme si elle était malade ou blessée. Et au lieu de l'aider, les 3 femmes se sont enfuies, et on les plaint pas, et ont raconté à leur famille qu'elles avaient vu le diable en personne. Il est difficile de dire si des extraterrestres ont vraiment débarqué dans cette ville, endormis de la jungle. Mais lorsque l'on a appris que les 3 jeunes femmes avaient vu le diable, de nombreuses autres allégations ont été formulées. Des gens ont signalé que des animaux non identifiés rôdaient dans la forêt, un officier de police a même été tué, et des animaux sont morts de façon inexpliquée dans les environs. Cependant, aucun de ces événements singuliers n'a jamais été relié les uns aux autres dans le cadre d'une sorte d'opération extraterrestre ratée sur notre planète. Et en 2010, l'armée brésilienne elle-même a publié un communiqué pour tenter d'élucider le mystère. Une enquête officielle a conclu que les 3 jeunes femmes étaient tombées sur un sans-abri mentalement instable et non sur un extraterrestre ou le diable. Ces allégations ont considérablement affecté la ville de Varginha et de manière très durable. Des poupées extraterrestres grises portant des maillots de football sont vendues sur les lieux de l'incident. Oui, avec des maillots de football. Je vous rappelle que c'est le Brésil quand même. Et des dessins d'extraterrestres gris ont été utilisés dans des campagnes publicitaires pour la municipalité. Même des arrêts de bus ont été construits en forme de vaisseaux spatiaux et un château d'eau de 20 mètres de haut avec un réservoir en forme de disque a été érigé dans le centre-ville sous le nom de Nave Especial de Varginha. Le complexe de Cuicugu. Le site archéologique de Cuicugu, au Brésil, est un complexe massif qui comprend 20 villes et villages répartis sur plus de 20 000 km². On estime que 50 000 personnes y ont vécu entre il y a 1500 et 400 ans. Cependant, on ne sait pas exactement ce qu'il est advenu des habitants de cette vaste partie de la forêt amazonienne.
Leur disparition coïncide avec l'arrivée des Européens qui n'ont toutefois jamais mentionné avoir rencontré ces mystérieux habitants de la jungle. Les scientifiques ont émis l'hypothèse que les Européens ont peut-être actuellement contribué à l'extinction de ces peuples sans même le savoir ou le vouloir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont apporté des maladies, et ces maladies se sont propagées beaucoup plus rapidement que les personnes qui les ont ramenées. Et selon certains rapports, lorsque les explorateurs et les conquistadors sont arrivés dans les villages et les villes, tout le monde était déjà mort parce que la maladie était arrivée la première. Les maladies qui ont décimé la population de Koui-Kougou n'ont pas été transmises directement par les explorateurs et les conquistadors. Il est possible que ce soit les autres populations locales et les partenaires commerciaux qui ont interagi avec les Européens et qui ont ensuite transmis les maladies qu'ils avaient contractées auprès des étrangers aux peuples cachés de la jungle. Mais ce n'est qu'une théorie. Les preuves archéologiques montrent que leur civilisation était déjà sur le déclin lorsque les Européens sont arrivés. Et certains des premiers conquistadors ont peut-être vu ici les derniers vestiges d'une société humaine. Cependant, lorsque les Européens sont arrivés en grand nombre dans la jungle, les villes et les villages de Koui-Kougou avaient déjà été réabsorbés par la jungle. Le monstre de la jungle. Le Mapinguari est un monstre légendaire qui erre dans la jungle amazonienne, et ce, depuis des milliers d'années. C'est une bête géante, redoutable et puante, à laquelle les tribus amazoniennes croient dur comme fer. La créature se cacherait dans les parties les plus profondes de la jungle et ressemblerait à un mélange entre un grand singe et un paresseux terrestre éteint. Elle se déplacerait très lentement, mesurant près de 2 mètres de haut sur ses pattes arrière. Et avec sa fourrure rousse et emmêlée et ses longues griffes acérées, on pourrait croire qu'il s'agit d'un paresseux jusqu'à ce qu'on entende la dernière partie de la description. Lorsque le Mapinguari se dresse sur ses pattes arrière, il porterait une sorte d'énorme bouche béante sur son ventre. Cette bouche est censée être assez grande pour consommer n'importe quel autre animal vivant dans la jungle. Et le nom Mapinguari se traduirait approximativement par bête fétide, en référence à sa puanteur qui le précède de très loin. Bien évidemment, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'une créature aussi terrifiante. La plupart des scientifiques considèrent que le Mapinguari n'est que folklore et légende. Cependant, la description correspond très bien aux caractéristiques physiques du paresseux terrestre géant que vous connaissez peut-être sous le nom de Megatherium. Un paresseux de la taille d'un éléphant et qui vivait en Amérique du Sud jusqu'à il y a environ 11 000 ans. Techniquement, il est éteint et les scientifiques ont trouvé de nombreux fossiles, ce qui nous permet de savoir qu'il s'agissait d'animaux bien réels, mais personne n'en a jamais vu à l'époque moderne. Et il est tout bonnement impossible qu'un seul animal ait survécu à ces 11 000 dernières années. De plus, le Mapinguari serait un carnivore alors que le Megatherium était un herbivore. La ville des géants. La cité des géants fait partie des légendes locales de l'Équateur rural, une histoire en particulier qui a fasciné les archéologues. Il s'agit de l'histoire d'une ville où vivaient d'anciens géants. Les géants auraient habité une grande partie du bassin amazonien avant l'arrivée des humains ordinaires. Il ne s'agit pas d'une histoire isolée non plus, mais d'une histoire que l'on retrouve dans la mythologie de la plupart des anciennes civilisations mésoaméricaines. Les humains de taille normale ont vaincu les géants, puis leurs villes ont été lentement reconquises par la nature. Et il n'y a pas de date officielle pour la défaite prétendue des géants, mais selon les légendes, elle aurait eu lieu il y a quelques milliers d'années. Mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, il n'existait aucune preuve de l'existence d'une cité de géants en Équateur. Mais tout a changé en 2013, lorsque des rapports ont fait état de la découverte d'une énorme structure au fin fond de la jungle. Cette structure, composée de centaines de blocs, mesurait 80 mètres de haut et autant en largeur. Il ne s'agit pas d'un bâtiment ou d'une ville, mais d'un mur qui sort du sol à un angle de 60 degrés. Il ressemble à une rue pavée, mais il est beaucoup plus grand et sort de terre comme le toit d'un bâtiment. Les pierres ont manifestement été sculptées par la main de l'homme, mais de quel homme au juste s'agit-il? Une décennie s'est écoulée depuis l'annonce de la découverte et nous n'avons pas obtenu plus d'informations. L'équipe internationale de scientifiques qui a trouvé cette structure a pris des photos, l'a documentée, en a parlé brièvement et puis plus rien. Il semble que personne n'y soit retourné depuis. Nous ne savons donc pas ce qui est enfoui dans la jungle, ni combien d'autres structures existent, ni pourquoi toutes les recherches archéologiques ont soudainement cessé.
La culture Marajoara. La culture Marajoara vivait sur une île située à l'embouchure de l'Amazone, dans le nord du Brésil. L'historien, journaliste et auteur Charles Seemann pense que cette culture a atteint son apogée en l'an 800 de notre ère, puis elle a prospéré pendant près de 600 ans avant de disparaître. L'activité humaine a commencé sur l'île de Marajo vers l'an 1000 avant notre ère, mais il a fallu attendre près de 2000 ans pour qu'elle atteigne son apogée. Les archéologues ont trouvé des ruines de bâtiments, des morceaux de poterie brisés, des peintures élaborées et enfin des statues et des urnes funéraires. Un groupe de personnes très intelligentes et technologiquement avancées a prospéré sur cette île amazonienne quelconque. Bien entendu, les scientifiques ne savent pas encore tout ce qu'il y a à savoir, et les estimations les plus optimistes pensent que la culture de Marajoara aurait pu abriter une population d'environ 100 000 personnes, détruisant d'immenses étendues de forêts tropicales pour faire place à une agriculture à très grande échelle. Et l'archéologue américaine Betty Meggers a suggéré que cette société avait traversé la jungle depuis les Andes et s'était installée à l'embouchure des rivières. Cela en ferait des parents potentiels des Incas. Et les squelettes, les tumulus et les structures résidentielles montrent qu'il y avait une stratification très importante sur l'île. Il semblerait qu'il y avait une classe d'élite reconnaissable à ces squelettes bien nourris et à ces grandes maisons. Puis, il y avait les paysans, identifiés grâce à leurs squelettes très frêles et à leurs huttes. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ici. Nous ne savons pas d'où ils venaient, quelles étaient leurs croyances religieuses ou à quoi ressemblait leur gouvernement. Mais d'après les données disponibles, l'île possédait un très petit groupe d'élite qui contrôlait un groupe de personnes nettement bien loties. L'anaconda géant. Au XIXe siècle, l'explorateur Percy Fawcett a découvert un serpent préhistorique alors qu'il chassait dans la jungle amazonienne à la recherche de civilisations perdues. Et selon le récit de Percy, ça rime, l'énorme serpent mesurait environ 1 mètre de long et près de 40 cm de diamètre. Une terreur vivante de la taille du titanoboa, selon ses dires, aujourd'hui disparu. Mais c'était il y a un peu plus d'1 siècle, et le titanoboa s'est éteint il y a 58 millions d'années. Et il n'y a pratiquement aucune chance que le titanoboa s'accroche encore à la vie quelque part dans la jungle amazonienne. Mais les habitants de la région rapportent encore avoir vu cette créature et appellent le serpent Yakumama, qui pourrait se traduire par la mer de l'eau. Et depuis que Percy Fawcett a disparu à la recherche de la cité perdue de Z, de nombreux autres explorateurs ont déclaré avoir vu un énorme serpent. Certains mentent manifestement, affirmant avoir vu un animal de plus de 30 mètres de long se faufiler dans la jungle, mais il existe de nombreux témoignages bien plus fiables. Un Péruvien du nom de Juan Palomino aurait trouvé un anaconda de près de 12 mètres de long et l'aurait tué au cours d'une expédition militaire. Et Mike Warner, un lithographe irlandais, a déclaré avoir trouvé la preuve de la présence de la créature en regardant des images satellites en 2009. Il n'est pas totalement impossible que Percy Fawcett soit tombé sur un anaconda surdimensionné. L'anaconda vert atteint en effet une taille moyenne entre 4 et 8 mètres. Il n'est donc pas exclu que Percy Fawcett ait trouvé un anaconda exceptionnellement grand ou qu'il se soit tout simplement trompé dans son estimation. Il existe peut-être des anacondas de 9 ou 10 mètres et les gens ont peut-être arrondi les chiffres pour atteindre les 15 mètres. Manuscrit 512. La Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro abrite une section de manuscrits anciens et très mystérieux. L'un d'entre eux est un document datant du XVIIIe siècle. Il s'agit du manuscrit 512 qui raconte une histoire peu banale. Ce document ancien fait état de la découverte d'une ancienne cité de pierre dans la jungle amazonienne. Cette histoire n'aurait rien d'extraordinaire si ce n'était la description de la cité. Le texte affirme que les explorateurs des années 1700 ont trouvé une ville qui ne ressemble à aucune autre dans la jungle, ni d'ailleurs dans les Amériques. Elle avait des maisons de style méditerranéen, de larges rues et semblait tout droit sortie de la Grèce hellénistique. L'architecture était clairement grecque ou romaine, ce qui ne correspond en rien à ce que l'on s'attend à trouver en Amazonie. Mais l'authenticité du manuscrit est discutable. Il a été écrit sous forme de lettres, soi-disant par des chasseurs de trésors portugais à la recherche des légendaires mines perdues de Muribeca au Brésil. Les Portugais ont écrit que la ville méditerranéenne était abandonnée et il n'y avait personne, seulement des ruines, des œuvres d'art délabrées et des pièces de monnaie frappées avec de curieuses figures.
Et bien sûr, personne n'a jamais réussi à retrouver ce lieu oublié et la plupart des experts n'accordent pas beaucoup de crédit à ce manuscrit. La grotte des visiteurs. Près de la petite ville de Monte Alegre, dans le bassin du fleuve Amazone, se trouve une grotte mystérieuse qui contient des preuves d'une occupation humaine datant d'il y a 11 000 ans. Anna C. Roosevelt, du Field Museum de Chicago, a excavé la caverna de Pedra Pintada et a découvert des pointes de lance en pierre et d'autres outils primitifs. Elle et ses collègues ont également découvert des plantes et des restes d'animaux carbonisés. Cela semble montrer que les premiers habitants de la caverne de la jungle se nourrissaient de plantes et chassaient de petits animaux pour survivre. Et pendant de très nombreuses années, la théorie acceptée pour expliquer l'arrivée de l'homme en Amérique du Sud a été la suivante. Pendant près de 3000 ans d'affilée, les êtres humains ont quitté l'Asie, traversé le pont terrestre vers l'Amérique du Nord, où ils auraient ensuite traversé ce qui est aujourd'hui le Canada, les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et se seraient finalement installés dans la cordillère des Andes. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a pendant très longtemps pensé que les premières cultures des Andes étaient très similaires à la culture Clovis du sud des États-Unis. Mais ce qui a été découvert dans cette grotte est une culture complètement différente. Il s'agit d'un groupe de personnes qui préféraient vivre dans la canopée fermée de la forêt plutôt qu'à l'air libre dans les montagnes. La théorie acceptée pour les peuples d'Amérique du Sud pourrait être très erronée. Cette grotte isolée dans la jungle montre une culture distincte à 8000 km des Clovis, vivant de l'autre côté de l'Amérique du Sud, à l'opposé des Andes, totalement séparée de toutes les autres. Et désormais, les historiens doutent même qu'ils proviennent d'Asie. Peut-être sont-ils arrivés en Amérique du Sud de l'autre côté du globe en traversant l'océan sur des embarcations. Et pour l'instant, la science n'a pas de réponse à ces questions. La pierre extraterrestre. La pierre Hypatia a été découverte dans le désert du Sahara, en Égypte, en 1996. Presque toutes les terres situées à l'ouest du Nil, en Égypte, font partie du Sahara, l'une des plus vastes étendues désertiques de la planète. Et cette pierre est très particulière parce que non seulement elle vient de l'espace, mais parce qu'elle est témoin de l'un des phénomènes les plus rares et les plus impressionnants de l'univers. Elle a été découverte il y a moins de 30 ans, mais les secrets qu'elle renferme n'ont été dévoilés que très récemment. Les scientifiques ont testé la pierre et il est tout à fait possible qu'elle provienne d'une supernova extrêmement rare. La pierre semble contenir de la poussière et du gaz qui entouraient autrefois une étoile mourante. Une supernova de type 1A, plus précisément, et qui se produit lorsqu'une naine blanche s'effondre dans l'orbite d'une étoile plus grosse et bien plus puissante. Et au fur et à mesure que la naine blanche se densifie, son intense attraction gravitationnelle aspire l'énergie de son étoile voisine, bien plus jeune et bien plus saine. Et cela étire la jeune étoile et la dévore dans une sorte d'acte de cannibalisme cosmique. C'est comme une explosion nucléaire dans l'espace et le souffle projette des débris à travers tout l'univers. Les scientifiques pensent que la pierre d'Hypatia a commencé sa course dans une explosion de ce type avant d'achever sa course dans le Sahara. Jan Kramers, géochimiste à l'université de Johannesburg, explique que la pierre est la toute première preuve physique trouvée de ce type de supernova. Les scientifiques ont pu reconstituer la théorie en se basant sur les concentrations inhabituelles d'éléments dans la roche. De nombreux éléments tels que le titane et le chrome correspondent étroitement à ce que l'on s'attendrait à trouver lors d'une explosion de naine blanche. Le Sahara vert. Au milieu des années 1800, l'explorateur allemand Heinrich Barth est devenu le premier Européen à découvrir des peintures rupestres dans le désert du Sahara. Et je précise bien premier Européen, car le fait que des Africains les aient vus pendant des milliers d'années ne compte absolument pas comme une découverte, évidemment. Par contre, il a véritablement été le premier à découvrir des vestiges physiques d'établissements humains dans le Sahara préhistorique. Cependant, il a été troublé par le fait que les peintures rupestres dépeignaient un monde très différent de celui d'aujourd'hui. Les peintures au milieu du désert montraient des êtres humains interagissant avec des animaux tels que des girafes et des hippopotames. Et les archéologues ont même trouvé des preuves de l'utilisation de mortiers pour produire de la farine en broyant des graines. Cela n'aurait pas été possible si le Sahara n'avait pas été un paradis fertile il y a 10 000 ans, voire plus. Les scientifiques supposent aujourd'hui que les premiers peuplements du Sahara étaient agricoles.
Et jusque très récemment, ils étaient convaincus que même s'il y avait des humains au Sahara, ils étaient nomades. Et si ce n'était pas le cas? Et si les habitants du Sahara préhistorique vivaient sur une terre fertile où ils élevaient des vaches et des chèvres? Peut-être même pratiquaient-ils de l'agriculture à très grande échelle. Les experts en géologie affirment qu'un changement massif s'est produit il y a 11 000 ans. Le Sahara est passé d'une oasis verte, couverte de lacs d'eau douce, à un cauchemar aride. Le grand mystère est de savoir comment. Comment plus de 3,5 millions de kilomètres carrés de terre luxuriante sont-elles devenues un désert aride en un clin d'œil géologique? La meilleure théorie des scientifiques est qu'un manque soudain de pluie a modifié le paysage, mais il semble tout de même extrême qu'un événement d'une telle importance se soit produit si rapidement. Certaines des projections les plus optimistes situent la transformation du Sahara d'une oasis verte en désert en seulement 200 ans. L'œil du Sahara. L'œil du Sahara ne ressemble pas vraiment à un globe oculaire, mais plutôt à une cible ou un cratère d'impact massif créé par une météorite. Situé au milieu du désert du Sahara, il s'étend sur 48 km de diamètre et toutes sortes de légendes tournent autour de lui, du volcan à l'Atlantide. Dans les années 1960, les astronautes utilisaient cette énorme formation géologique comme point de repère pour s'orienter lorsqu'ils regardaient la Terre. Et pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que l'œil du Sahara était un ancien cratère d'impact. Cependant, des études menées sur la roche sédimentaire ont prouvé le contraire. La formation a en fait été créée il y a environ 542 millions d'années et semble être entièrement naturelle. Mais cela n'a pas empêché certains de relier l'œil du Sahara au mythe de l'Atlantide. Mais il faut bien admettre que la formation géologique est très mystérieuse. La forme circulaire de la structure ressemble étrangement à la description de la cité perdue faite par Platon. Les cercles concentriques qui forment son centre rappellent à certains les vestiges des murs défensifs d'une puissante cité qui se dressait autrefois dans le désert. Il serait très facile d'imaginer qu'une civilisation ait prospéré ici avant que le désert ne devienne inhospitalier. Cependant, les scientifiques rejettent ces idées, expliquant que la structure s'est formée par un processus appelé pliage, c'est-à-dire que les forces tectoniques ont comprimé la roche sédimentaire, provoquant sa fracture et la formation d'une sorte de dôme. Ce dôme a fini par s'éroder et s'effondrer, laissant derrière lui les anneaux caractéristiques que nous voyons aujourd'hui. Le pilote perdu. Dans le désert du Sahara, le corps d'un homme non identifié a été découvert près de l'endroit précis où un pilote avait disparu après s'être écrasé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et bien que cela n'ait pas été confirmé, on pense que les restes appartiennent à Dennis Copping, un sergent de vol qui s'était écrasé en 1942 alors qu'il volait entre deux bases britanniques en Égypte. Cet incident s'est produit au cours de la campagne d'Afrique du Nord lorsque la guerre s'est étendue dans le désert africain. Dennis n'a jamais été retrouvé, mais 70 ans plus tard, son avion parfaitement conservé a été découvert par une équipe de prospecteurs pétroliers polonais qui sont tombés sur les restes de son P-40 Kitty Hawk. L'air sec avait permis à la relique de guerre de rester remarquablement intacte au fil des ans. Cependant, il n'y avait aucune trace de Dennis, mais son corps a très probablement enfin été retrouvé. 12 ossements ont été découverts à 5 km de l'avion. Ces ossements étaient accompagnés d'un bouton en métal datant de 1939 et d'un morceau de parachute. Il semble que Dennis ait abandonné son avion et tenté de sauver sa vie, mais il n'a pu parcourir hélas que 5 km avant de succomber à la chaleur mortelle du désert. Tamougadi. L'immense désert du Sahara a dévoré plus de villes qu'on ne le saura jamais. Allant des fragments de l'Égypte ancienne aux avant-postes de l'Empire romain, en passant par les bastions de civilisation qui ne portent plus de nom, tous engloutis par les sables mouvants. Prenons l'exemple de Tamougadi ou Timgad, une ville romaine au bord de l'anéantissement. Tamougadi a été fondée il y a environ 1900 ans dans la province romaine de Numidie, aujourd'hui située dans l'Algérie moderne. C'est l'empereur Trajan, à l'origine de l'une des plus importantes expansions militaires de Rome, qui avait ordonné la construction de cette ville en l'an 100 de notre ère. L'objectif étant d'exercer plus de contrôle sur la région. Et très vite, Tamougadi s'est transformé en une métropole prospère, atteignant son apogée avec environ 15 000 habitants au IIIe siècle.
Les historiens de l'Antiquité ont salué Timgad ou Tamougadi comme la plus belle de toutes les villes romaines d'Afrique. Elle possédait un grand arc de triomphe, un amphithéâtre colossal et des thermes somptueux. Ses sols, ornés de mosaïques, ont été comparés à ceux de Pompéi et d'Herculanum, et la majorité des résidents étaient des soldats et des vétérans et leurs familles, une force militaire très importante qui défendait les frontières de l'Empire. Cependant, en 430 de notre ère, la puissance de Rome s'affaiblissait. La ville déclina et au 8e siècle, elle n'était plus qu'une ville fantôme. Depuis lors, le Sahara a méticuleusement effacé Tamougadi, la transformant en fragments de sable. C'est aujourd'hui une magnifique ruine suffisamment intacte pour figurer parmi les sites archéologiques les plus impressionnants du monde entier. Mais malgré tout ceci, le site reste hélas très peu connu du grand public en dehors de l'Algérie. L'homme au Sahara. Les premières traces archéologiques d'hominidés dans le désert du Sahara se trouvent dans la formation d'Ain Hanesh en Algérie. Les archéologues ont mis au jour plus de 1500 objets en pierre, dont l'âge a été confirmé à 1,78 million d'années. Ce chiffre semble incroyable, mais c'est pourtant vrai. Mais n'oublions pas que l'on parle ici d'hominidés primitifs et non d'hommes modernes. Ces hommes préhistoriques habitaient le Sahara lorsqu'ils ressemblaient à une forêt herbeuse. Les chercheurs ont trouvé des marques d'incision sur les os et des restes d'animaux écrasés et des preuves de dépeçage d'animaux chez les hominidés les plus élémentaires. Il ne s'agissait pas d'Homo sapiens, mais d'une espèce beaucoup plus ancienne. Et ces humains sont présents dans le Sahara depuis nos origines évolutives. Et plus récemment, un paysage très étonnant a été découvert dans la partie inférieure de la Libye qui était orné d'outils et de vestiges datant de 300 000 ans. Les preuves suggèrent que les premiers humains du Sahara ont migré du côté ouest du désert vers le côté est jusqu'à il y a environ 40 000 ans. Il semblerait qu'il y ait eu un couloir de migration utilisé par les premiers hommes lorsque le Sahara a commencé à devenir un désert bien plus aride. Les chercheurs pensent que les hommes se déplaçaient d'une oasis à l'autre il y a des dizaines de milliers d'années. Et à mesure que le Sahara devenait de plus en plus brutal, les hommes étaient attirés par les quelques parcelles de végétation qui subsistaient et par les eaux des oasis qui étaient essentielles. Puis, il y a 10 000 ans, la plupart des hommes ont commencé à se concentrer autour de la Méditerranée et du Nil. C'est cette migration à travers le Sahara et la création du désert du Sahara en lui-même qui, selon les scientifiques, ont conduit à l'apparition des premières civilisations en Égypte. La grotte des nageurs. La grotte des nageurs, découverte dans le désert libyen en 1933 par Laszlo Almasi, est certainement l'un des exemples les plus étranges d'art préhistorique découvert dans le Sahara. Mais qu'est-ce qui distingue au juste ces peintures rupestres? La grotte abrite tout simplement des représentations d'êtres humains en train de nager. Soit ils nagent, soit ils volent, car ils ne marchent absolument pas. On estime que ces pictogrammes datent d'environ 10 000 ans, à une époque où le Sahara était au bord de la désertification et perdait sa végétation à très grande allure. En 1934, Laszlo Almasi a consacré un chapitre entier dans son livre « Sahara inconnu » à ces anciens pictogrammes. Et selon sa théorie, les peintures auraient été réalisées par un groupe habitué à nager dans les lacs ou des points d'eau. Or, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau à proximité de la grotte des nageurs. En réalité, il n'y a pas d'eau à des centaines de kilomètres à la ronde et il n'y en a pas eu pendant des milliers d'années. Et si les scientifiques comprennent aujourd'hui le passage d'une oasis luxuriante à un désert et ont même découvert des preuves de l'existence des mégalacs qui alimentaient autrefois le Sahara, ces connaissances n'étaient pas disponibles dans les années 1930. La théorie de Laszlo était à la fois révolutionnaire et controversée. Chose qui a d'ailleurs incité son éditeur à rajouter un avertissement à la fin du livre, disant que la théorie était invraisemblable. Mais au final, la science a donné raison à Laszlo. La pastèque du désert. La dernière découverte des jardins botaniques royaux du Royaume-Uni concerne le séquençage du plus ancien génome connu d'une plante. Ce résultat a été obtenu grâce à des graines de pastèque découvertes dans le désert du Sahara. Il y a environ 6000 ans, à l'âge de pierre, ces graines de pastèque étaient mâchées par des éleveurs de moutons. Ces éleveurs ont recraché les graines lorsqu'ils ont fini de les mâcher et les archéologues les ont retrouvées dans les années 90. Ces graines se trouvaient sur le sol d'une grotte appelée Wan Mugyag en Libye.
L'abri rocheux est incroyablement sec et l'air y est très salin, ce qui a permis aux graines de rester parfaitement conservées. Saviez-vous donc que la pastèque sauvage était l'une des plus anciennes cultures d'Afrique? Mais quel était au juste le goût de la pastèque sauvage d'il y a 6000 ans? Les scientifiques affirment qu'elle était si amère qu'elle pouvait vous rendre malade. Cela aurait été dégoûtant, mais les hommes de l'âge de pierre l'ont quand même consommée. C'est peut-être difficile à imaginer, mais c'était le genre de nourriture que l'on trouvait dans le désert à l'âge de pierre, et les hommes élevaient des troupeaux de moutons et mangeaient des pastèques au goût nauséabond. Et grâce au séquençage du génome, les scientifiques espèrent en savoir plus sur la façon dont la pastèque a été cultivée et rendue sucrée. Le phare du Sahara. Ben Amira, également connu sous le nom de Ben Amera, est tout simplement le plus grand monolithe d'Afrique. Il s'élève à plus de 550 mètres de haut à la frontière du Sahara occidental. Et le monolithe n'est probablement pas de fabrication humaine. Il n'a pas été façonné par les mains des hommes, mais par la nature, et ce, il y a des millions d'années. Il s'agit d'une incroyable formation géologique qui pourrait être encore plus haute si elle n'était pas en grande partie enfouie sous le sable. À quelques kilomètres de là se trouve le Ben Aïcha, beaucoup plus petit, couvert d'œuvres d'art préhistoriques et d'étranges gravures dans la pierre. Aucune route ne mène à cet endroit et le seul moyen de voir la montagne de roches qui s'élève au milieu du désert est de faire du tout-terrain sur un terrain très dangereux. Et Ben Amera est tout simplement le deuxième plus grand rocher du monde entier que nous connaissons, après le Mystic Uluru en Australie. Il est situé en Mauritanie, dans une zone du désert peuplée de mines de fer. Et autrefois, Ben Amera servait de point d'intérêt pour la navigation dans le désert du Sahara. Les commerçants et les caravanes de chameaux l'utilisaient pour s'assurer qu'ils voyageaient sur le bon chemin, et les habitants allumaient des feux au sommet du monolithe, guidant ainsi les voyageurs à travers le désert comme une sorte de phare dans un océan de sable. Le lac dans le sable. Il y a 250 000 ans, le Nil a inondé le Sahara oriental. Les eaux de crue ont créé un lac gigantesque qui couvrait 108 000 km². Vous pensez peut-être qu'il ne reste aucune trace de ce lac, mais vous auriez tort. Des scientifiques ont découvert des vestiges du lac sous le sable du désert, et le lac original aurait atteint 247 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer, couvrant plus de 10 millions d'hectares. Des scientifiques du Musée national de l'air et de l'espace étudiaient des données de radar de l'Égypte lorsqu'ils ont découvert des canaux enfouis à 15 mètres sous la surface. Ils n'ont bien sûr pas trouvé de lac enfoui sous le sable, mais seulement la preuve qu'un lac a bel et bien existé. Et bien que l'inondation ait eu lieu il y a 250 000 ans, le lac est resté en place pendant très longtemps. Les chercheurs ont pu délimiter les frontières du lac en observant les colonies préhistoriques abandonnées dans le Sahara. Ils ont également examiné les dépôts de poissons fossilisés pour voir où il y avait des poissons. Ils ont ainsi pu tracer les contours du lac principal parsemé d'habitations préhistoriques. Et l'équipe de recherche a ensuite trouvé une frontière secondaire à partir du moment où le lac a commencé à s'assécher. Les villages ont commencé à se déplacer vers l'intérieur pour rester à proximité de la source d'eau douce. Et cela a créé un deuxième anneau de preuves archéologiques. Mais aujourd'hui, il a disparu et tout le désert égyptien est asséché. Et des archéologues ont découvert des ruines qui défient toute logique en pleine jungle de Sumatra. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.